Simonouk. Chapitre 2. Sam. J'irai plus à la chasse, ni à la pêche tant que je n'aurai pas repéré le salaud qui chie dans le ciel. Simonouk coupe un morceau de poisson sur la planchette. Ses gros doigts noueux, semblables aux racines des ronces, manient le grand couteau avec adresse. Piquant un morceau avec la pointe de la lame, il l'offre à Popeye. Popeye est son voisin immédiat. Une déformation de sa bouche lui a valu ce surnom. Tous deux sont assis sur un linoléum crevassé. Le kayak qu'ils n'utilisent plus depuis quelques années occupe la diagonale du plafond. L'unique pièce ne contient rien de plus que les choses essentielles. La flamme se tord et rougeoie à travers le hublot du poêle. Un nid dans l'hiver. Moi, j'en sais pas plus que toi. J'ai vu le truc aussi l'autre nuit. Pas tout, la fin seulement. Des machins, des fusées, va-t-on savoir ce qu'ils ont encore derrière la tête. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Monter au ciel et les tirer avec ta Remington? Qui lance ces saletés dans le ciel et pourquoi ils font ça? À quoi ça va te servir de savoir ça? À rien, voilà tout. Et puis il faut pas croire que c'est un gars tout seul qui fait ça, des machines qui marchent au ciel, tu penses. Assis côte à côte, les deux hommes bricolent les harnais des chiens. Popeye, lui, ce qu'il aime faire, c'est rouler les peaux et les taper pendant des heures pour les assouplir. Simonouk taille de fines lanières. Popeye remarque l'attitude inhabituelle de son voisin. En 3 jours, la langue du vieil homme taciturne et secret s'est déliée. D'habitude, quand ils bricolent ensemble, ils n'échangent pas plus de 20 mots dans la journée. Là, le chasseur hoche plusieurs fois la tête. Les satellites, ça ne sert pas de sa caboche. Voilà qu'il remet ça sur le tapis. Ça tourne en rond là-dedans, depuis son retour de la chasse, pense Popeye. 3 fois dans la journée, il s'est posté devant la fenêtre, les bras ballants, se balançant d'une jambe sur l'autre. Si tu veux savoir, il faut demander aux jeunes. Ils demandent au téléphone et hop, ça leur dit tout. Le chasseur acquiesce. Sa grosse main saisit le jerrycan jadis translucide devenu jaune-orangé comme le vieil ivoire, tire le bec de cygne qu'il engage dans la bouche vorace du remplissage du poêle. On va les trouver où, les jeunes? À l'aréna, à l'heure de l'entraînement de hockey? D'accord, on ira. En cet après-midi de janvier, la période la plus sombre de l'année, il subsiste encore un peu de l'aura lumineuse d'un soleil triste et lointain qui annonce les 20 heures de nuit à venir. Le vent qui s'est levé du nord-est griffe les visages des deux hommes. Depuis que Popeye, un jour de cuite, avait enfoncé l'unique lampadaire du petit bloc avec son pick-up, celui-ci diffuse une lumière intermittente. Secoué par les rafales de vent, il projette un halo imprécis sur la neige, créant une ambiance étrange. Les lourdes bottes fourrées des deux silhouettes crissent sur la couche blanche qui recouvre Amagaolik Street. Il faudra attendre encore un bon mois pour que les jours retrouvent un peu de gaieté, un peu plus de lumière. Une motoneige traînant un phoque les double. L'homme qui la pilote se retourne et salue les deux compères en criant quelque chose qu'emporte le vent. Peu importe, c'est juste un salut. L'aréna est un grand bâtiment bardé de tôle couleur crème dont les arêtes sont soulignées de rouge. Sa construction a coûté une fortune, mais il a dû fermer quelques mois après son inauguration, car la glace ne prenait que sur la moitié du stade. Une piscine au milieu de la mer, ça ne marcherait pas mieux. Le coût des travaux a dépassé celui de la construction. Réouverte depuis peu, les entraînements du Narwhal Pee-wee Hockey Club ont pu reprendre. C'est grand. Occupant la partie centrale des gradins, une grappe d'adolescents, des filles et des garçons, scandent en gesticulant les paroles d'un rap que diffuse une enceinte portable. Les deux amis se dirigent vers la petite bande qui lâche quelques regards furtifs en leur direction. Simonouk aime bien croiser les jeunes. À l'inverse de leurs parents, ils cherchent à retrouver leur langue. Il s'assoit un peu à l'écart sur un siège de la rangée. Popeye s'avance et fait signe à l'un des garçons qu'il reconnaît. Tony est un petit gars râblé dont la tête ronde est surmontée d'un toupet de cheveux décolorés. Il lui pose amicalement la main sur l'épaule. « Il va bien, ton père ?» Il fait des crises. Le docteur a dit qu'il doit faire encore une cure. Popeye opine du chef et enchaîne.
Dis-moi, fiston, mon ami Simanouk a besoin de savoir quelque chose qu'il turlupine. Il a vu, et même moi aussi je l'ai vu, mais moi je m'en fous, il a vu un truc bizarre dans le ciel. Il y a de ça 3 nuits alors qu'il était à la chasse. Quelque chose d'inhabituel qui l'inquiète. Une histoire de Kalunat. Ah fait le jeune Tony qui se prête avec mauvaise grâce à cette conversation. Mais on doit montrer son respect envers les anciens. Une sacrée ribambelle de satellites à la queue leu. Ça défile pendant longtemps. Tu pourrais regarder sur ton téléphone ou sur un ordinateur un truc dans le ciel. Je ne sais pas, je ne regarde pas tellement le ciel. Je peux essayer de trouver sur Internet, mais je sais pas trop comment chercher ton truc. Je vais en parler aux autres et je te dirai. L'homme dehors, changé au point d'en oublier le goût musqué de la chasse, ne se reconnaît pas. Désœuvré de n'être pas en mouvement dans le vent, il rumine lentement des réflexions confuses. Le vieil Inuk est désemparé par la nature de sa recherche. Comment faut-il s'y prendre dans cette chasse d'un nouveau genre? Il y a forcément quelque part une piste qui parle. Une piste sans odeur, sans cri de bête, sans trace sur la terre ou sur la neige. Où commence ce genre de piste? Où trouver les pondeurs d'œufs lumineux? Ce ne sont pas les quelques blancs rosés résidant à Pont-d'Inlet qui sont capables d'atteindre le fond du ciel. Alors ça vient de derrière l'horizon, loin par là-bas, de l'autre monde, d'une ville de Kalunat. Les gens qui sont venus dans le ciel, hors de question qu'ils reviennent. La mort pour eux, Si Naharjouk n'est pas assez puissant pour anéantir ces choses qui sont entrées au gros ventre, c'est qu'un esprit de Tourne-Gaït l'en empêche, plus puissant que Naharjouk. Sa pensée tourne en rond entre les 4 murs de sa baraque. Il devrait sortir. Surtout lui. Il va sortir. Marcher. Faire mieux circuler les idées dans la tête. Personne ne sait réfléchir sans marcher. Les mains enfoncées dans les poches de sa vareuse en peau de phoque, il descend sur ce que l'on appelle le port, bien que la mer soit gelée. Le ciel est nuageux. Pas une étoile. La toute première lueur de ce jour dévoile imperceptiblement la ligne d'horizon. Sur le bras de mer gelé qui sépare l'île Bailot de la grande île, scintillent quelques loupiottes qui trahissent la présence des campements de pêche. Quelques motoneiges équipés de remorques se préparent à partir. Certains rentrent au rivage, on voit leurs petits phares qui projettent un halo sur la neige. Simanouk atteint la zone où l'on remise les canots de pêche. Entassés, couverts de neige, ils attendent sagement les beaux jours pour reprendre la mer. Après un instant à suivre les lèvres de la mer gelée, le vieil homme remonte la pente douce qui conduit aux quelques baraques disposées en ligne derrière une petite église. C'est ici qu'habite son ami Sam, le sculpteur. Certains disent qu'il ne dort jamais. Ce qui est faux, c'est qu'il aime son métier. C'est un fameux sculpteur. Les abords de sa maison tiennent à la fois du dépotoir et du musée. La loi du désordre. Le passage qui mène au container atelier est encombré. Il faut enjamber toutes sortes de choses. Des bois de caribous enchevêtrés, un tas de gravier, l'épave chavirée d'un quad, la chaîne de mouillage rouillée d'un navire, des ébauches de sculptures, des fûts d'huile, et même une tête d'ours posée sur ses canines, encore recouverte de lambeaux de chair. Il faut bien regarder où on met les pieds, bien enjambés, surtout pour les fils de fer. Les cris stridents d'une meuleuse retentissent à travers la tôle cabossée. Simanouk tape quelques coups sur la porte à l'aide d'une grosse clé à molette rouillée qu'il a ramassée dans la neige. La machine se tait. Le vieil homme entend le bruit de la chaise qui racle sous le poids de son ami. Puis quelques pas lourds derrière la porte de fer. La barre de verrouillage pivote et la porte s'ouvre enfin en grinçant affreusement. La large face du sculpteur apparaît dans un ray de lumière saturé de poussière minérale. Un personnage. Quelle bonne tête! Sam porte les cheveux longs et une moustache à la mongole qui lui descend jusqu'au menton. Un corps massif rempli de force et de paix qu'il déplace avec la nonchalance d'un grand morse. Quand il respire, il souffle fort. Quand il regarde, ça rentre dedans. À la vue de son vieil ami, sa large face s'illumine d'un sourire chaleureux. Un sourire qui commence par les yeux. Sam le gentil, Sam qui rassure.
À chacune de ses visites, Simonouk se demande comment un tel bonhomme peut s'enfermer si longtemps dans une si petite boîte. Le tendre colosse s'empresse de ménager une place dans l'inextricable foutoir pour installer son aîné respectable. Simonouk prend place sur une vertèbre de baleine et sans consultation préalable se retrouve canette de bière en main. D'un revers de sa solide patte de plantigrade, Sam repousse les outils et les éclats de roche qui occupent la surface de son établi. Il y dispose un paquet de papier sale qu'il ouvre avec délicatesse, découvrant une darne de mactac, cet épais gras blanchâtre qui double la peau du narval, la meilleure friandise à partager entre Inuits. Sam coupe de fines tranches. Les doigts encore luisants, il dépose une tête de marijuana dans le fourneau d'une petite pipe en ivoire. Il l'allume et aspire la fumée avec la puissance d'un aspirateur de chantier. Il est dans un nuage. Simonouk aime venir ici regarder son ami travailler l'os et la pierre. Il roule une cigarette, l'allume. Ça illumine un instant le cuir brun de ses mains. « Ah, une grosse sculpture que tu fais là ?»« Ouais, comme tu vois, ça pèse son poids. Une grosse pièce, quoi. Pour l'instant, on voit pas trop ce que c'est. Je dégrossis. Je coupe des morceaux. Je fais une sculpture de Sedna. Ah, quand elle rencontre le mauvais chaman qui a pris la forme d'un corbeau ? Non, non, pas ça. Tu sais, c'est pendant la tempête, quand son père la jette à l'eau parce qu'ils vont couler. Alors elle agrippe le bord du kayak pour ne pas se noyer, mais le sale bonhomme lui coupe les doigts. Pas un sale bonhomme. Il lui coupe les doigts et elle devient la mère des phoques, des narvals et aussi des morses. Si tu veux du phoque, passe chez moi, il y en a. Simonouk est venu pour les satellites. Il n'a que ça dans la tête. Tu l'as vu, toi, la grande ligne de satellites qui traverse le ciel ? Ah la guirlande magique, d'autres l'ont vue. Yaroutsoup l'a vue. Ratsulik aussi. Il n'y a pas longtemps, ils m'ont amené de la viande. Ça les a surpris. Ils ont trouvé ça joli. Cette réflexion stupéfie le vieil homme qui reste un long moment silencieux. Tout comme Popeye, les pêcheurs au trou ont pris à la légère ce qui l'a chamboulé. Ils disent « c'est joli ». Joli pour quoi faire ? Ils croient qu'on peut faire rentrer des machines dans ce ventre-là ? Regardant intensément Sam au fond de ses yeux, ils disent « c'est joli ». Pas moi. Moi je dis « c'est mauvais ». Très mauvais. Sam hausse ses lourdes épaules. Il écarte ses grosses mains paumes vers le ciel. Qu'est-ce qu'on peut y faire, nous autres ? Rien. Ah j'ai honte pour ceux d'avant. Le sculpteur vide d'un coup la moitié restante de sa canette. Ah mon ami, tu ne devrais pas t'inquiéter pour ça. Voilà un bon moment maintenant que les Netsilik ont oublié Scylla. Ça reste un peu, mais ça ne sert plus à rien. Ça s'est mis comme ça. Tu es bien le seul ici qui reste encore accroché à l'ancien temps. Simonouk reste silencieux. Il n'y a pas d'ancien temps dans son esprit. Il se demande s'il est le dernier véritable Inuk. S'il lui fallait justifier une seule raison de résister, ce serait bien celle de vouloir incarner le dernier homme sauvage. Sauvage, c'est ce qu'il y a de plus fort et de plus malin. Pas de question. Il refuse de laisser les machines envahir la grande vague de Naharjouk. De la pointe de son couteau, Sam lui offre une fine tranche de mactac que Simonouk refuse. La vraie vie comme avant, c'est foutu pour nous. On est à cheval entre deux manières. C'est comme ça que c'est. Aujourd'hui, c'est pas pareil qu'hier. Il y a les motoneiges, la télé, le supermarket. Les gosses savent qu'ils ne sauront rien ni autre chose. Le temps d'avant, c'est fini. Les esprits, l'angakok, tout ça, c'est parti. Les esprits, tu vois, je gagne ma croûte avec. Ah, même si les Kalunat ont caché les esprits, ils ne les ont pas supprimés. Les esprits sont là. Ils ne sont pas partis. Alors, garde-les avec toi si tu veux, mais tu vois bien que les Canadiens, ils ont ramené d'autres esprits. Le premier truc qu'ils ont fait, c'est de ramener leur grand Jésus. Tout le monde est tombé dedans. Il n'y avait pas le choix. À la place des danses au tambour, ils rentrent dans l'église pour chanter. Ils n'ont pas de tambour. Les Inuits ont pris une autre route. Personne n'y peut rien. C'est comme ça. Ce Jésus très fameux là, pourquoi il est mieux que les esprits des Netsilik ? C'est le Jésus des vainqueurs, voilà ce qu'il a de plus.
Nous, on est les vaincus. C'est comme ça. Sam soupire profondément. Comme toi, Simanouk, je passe beaucoup de temps tout seul. J'ai le temps de réfléchir. J'ai pensé à tout ça. Tous ces bouleversements, l'argent et tout ça. Toutes ces choses sont arrivées ici en même temps que le bon Jésus. Ça va ensemble. D'une traite, Sam vide la moitié de sa canette. Puis il pose à nouveau son regard dans celui du vieil ami. « Allez, Simanouk, voilà tout ce que je peux te répondre. J'ai un pied qui est posé dans le temps passé et l'autre posé dans les jours de ma vie. Je sculpte les personnages de la tradition. Je les garde vivants. Pourtant, ces sculptures, je les vends contre de l'argent à des fidèles du Jésus. Je n'ai pas besoin de la religion des autres. Je fabrique la mienne, dans la pierre. » Cette réflexion terminée provoque un rire joyeux à Sam, le rire d'un homme qu'amusent les bizarreries de la vie. Simanouk ne peut rester insensible à la gaieté du poète. Un sourire éclaire un instant sa face cuivrée. Il se relève. « Sam, mon ami, tu as bien parlé. Et maintenant, je m'en vais. » Dans le lavis indigo du matin, 2 enfants emmitouflés dans leur parka chamarré trottinent dans la rue centrale. Leurs pas déposent des empreintes légères sur le tapis de neige nouvelle. Des nuages de buée légère s'échappent de leur bouche et flottent autour de leur tête. Ce sont 2 frères, le grand et le petit. On les a chargés d'aller porter un message à leur grand-oncle qui vit avec ses chiens dans la dernière petite maison du village. La ligne électrique s'arrête chez Popeye au dernier lampadaire tordu qui crachote sa lumière. Jusqu'à la maison du vieux, il faut compter une centaine de pas dans la nuit. Une aventure. Le petit attrape la main de l'aîné. On n'est pas à l'abri de rencontrer un monstre. Il force un peu le pas. Pour les 2, ça vaut toujours le coup d'entrer dans cette baraque. On en ressort toujours avec un cadeau comme des douilles de balle ou des vertèbres de narval. L'an dernier, chacun sa griffe d'ours. Il l'aime bien, l'aïeul, hirsute et barbichu, parce qu'il raconte des choses de la chasse, de la pêche aussi. Il sait imiter presque tous les animaux. Les chiens regardent s'avancer les 2 silhouettes sans émettre le moindre grognement. 2 debout, les 3 autres couchés. Par la fenêtre aux vitres graisseuses, ils distinguent le halo tremblant de la lampe à pétrole. La lampe qui fait bouger les choses. Arrivé devant la porte recouverte d'un bourrelet de laine de verre effiloché, Douglas, le plus âgé, lance un appel de sa voix claire. Un jappement s'échappe du groupe des chiens. Au Nunavut, même les enfants savent que l'on ne frappe pas à la porte des maisons. Seuls les agents de la garde royale du Canada le font. Chacun sait aussi que ce n'est généralement pas le signe d'une bonne nouvelle. Alors qu'ils retirent leur kamiks sous l'auvent encombré, les gamins aperçoivent l'ombre du vieux grandir et traverser l'espace du plafond. La porte s'ouvre bientôt et ils s'engouffrent dans la pièce unique en saluant, enveloppés dans une bulle d'air glacé. Le vieillard ouvre un large sourire partiellement édenté. Dans ses bras, il porte un chiot qui les dévisage avec ses yeux ronds. La pièce dont les murs sont tapissés d'une épaisse couche de journaux jaunis est envahie du mélange des odeurs de café, d'huile animale, de tabac et de poisson macéré. « Grand-mère a dit que tu dois venir manger avec nous demain. Anayok vient pour les vacances. Maman, Toulmaak et Kaaki préparent un grand festin. » « Ah, c'est une bonne nouvelle. Dis à Toulmaak que je viendrai. » Anayok est la protégée de Simanouk. Longtemps après son décès, Mumilak, la mère de Simanouk, a choisi le corps de la petite Anayok pour revenir parmi les vivants. Tout ce temps passé chez Silla n'a pas altéré le son clair de sa voix. Anayok est apparu de nouveau avec les mêmes yeux que Mumilak, doux et malicieux. Le petit grain de beauté qui fleurit sur le menton d'Anayok est la trace des tatouages qui ornaient celui de Mumilak. La grande roue du temps emporte loin les âmes et les ramène immanquablement. Nul n'échappe à l'éternel retour. La vie et la mort sont assis sur le même traîneau. Ils font le voyage ensemble. Au fil du temps, la fillette et son grand-oncle ont tissé un lien de confiance et de complicité. Tout au long de cette relation évidente et discrète, Anayok a construit un nid dans le cœur rustique de celui qu'elle appelle petit grand-père, parfois petit père.
Tout à la joie de ces retrouvailles imminentes, Sihanouk se dit qu'un esprit bienveillant a choisi de les rassembler au bon moment. Anayok, qui s'est glissé dans le monde des Kahalounat, l'aidera mieux que quiconque à comprendre dans quel but ils pondent leurs œufs là-haut. La fillette que le chasseur chérit depuis l'enfance est désormais une jeune femme de 26 ans. Voilà qu'elle revient pour le temps des vacances respirer avec les siens l'air et le paysage de son enfance. Lui qui n'a jamais quitté la terre et l'eau qui l'entoure imagine sa protégée accroupie dans l'enveloppe métallique d'un avion qui traverse les nuages. Sihanouk a souvent fermé les yeux pour se figurer l'anatomie d'Ottawa. Cela se présente comme un décor géométrique encombré d'obstacles et d'humains, un mouvement que l'on doit sans cesse contourner, un espace où l'air est envahi par le bruit des machines et l'éclat des lampes. Par la pensée, il déplace l'image d'Anayok au milieu de ces choses, tous ces blancs rosés qui marchent autour d'elle, des centaines. Parmi les enfants de Pond Inlet, rares sont les élèves assez motivés pour suivre sérieusement l'enseignement scolaire. Leur famille ne les encourage pas vraiment. Tout le monde sait bien qu'ici ou ailleurs, l'Esquimau restera une personne de seconde classe, qu'on récoltera juste assez de miettes pour survivre au milieu de l'ennui. Cette fatalité n'était pas d'une telle évidence pour la petite Anayok, car elle était pleine de désir et d'espoir. Il fallait taper haut pour se sortir de là. Elle serait docteur, ou bien coiffeuse. Elle aurait un métier bien à elle pour ne pas ressembler à ceux de sa famille qui n'ont rien à faire qu'attendre. Mais le climat qui régnait dans l'appartement n'était guère propice aux études. Entre les crises d'angoisse de sa tante obèse, les plaintes et les exigences de son père rongé par la tuberculose et la télévision sans cesse allumée, la petite écolière ambitieuse trouvait peu de place pour faire ses devoirs d'école. Dès l'âge de 11 ans, presque chaque jour, elle s'était résolue à traverser le village dans toute sa longueur pour aller trouver dans la cabane du grand chasseur ce qu'il lui fallait de paix. Lorsque l'homme était absent, elle allumait le poêle à mazout, y collait la petite table et se mettait au travail. Élève exemplaire, Anayok avait bénéficié d'une bourse d'études pour aller étudier le droit à l'Arctic College à Iqaluit, la petite capitale du Nunavut. La fierté avait illuminé tout le Mahak, sa mère, lorsqu'elle se rendit à la cérémonie de remise des diplômes. La petite est arrivée en haut du panier, pensait-elle en rentrant. Anayok aurait aimé trouver un emploi dans l'administration du Nunavut, vivre au pays. Aucun poste n'y était disponible. Le gouvernement du Nunavut avait proposé un travail dans une de ses administrations détachées à Ottawa. Elle pouvait accepter un emploi d'assistante aux prisonniers inuits au centre carcéral du Canada. Quelque temps tiraillée entre la perspective de l'exil et l'appel de l'inconnu, elle s'était finalement envolée vers la grande ville du Sud, heureuse de se sentir utile, de gagner sa vie et de découvrir le monde. Sihanouk se réjouit de ses retrouvailles. Elle est si loin à présent. Chacun choisit sa piste. La plupart de ses amis d'enfance se sont résignés à vivoter. Il n'y a rien pour nous, laisse tomber. Que tu sois ici ou là-bas, rien pour nous. Pour s'en sortir, certains mettent la patte dans des combines qui tournent souvent mal. Sihanouk regarde les deux enfants occupés à jouer avec le chiot. Il se demande si ces deux-là suivront la même route que leur jeune tante et s'ils trouveront une place au sein de ce nouveau monde. Il farfouille dans le petit coffre à la recherche des cadeaux de gosse. Comment que ce sera la vie bientôt dans ce pays? Ouais, je suis bien vieux pour leur apprendre tout ce que je sais à ces petits-os. J'aurais pu le faire pour Zacharia, mais il n'avait pas le goût de la chasse et je ne connais rien d'autre que ça. Ah ouais. De toute façon, ce que je sais va devenir inutile. Les Inuits mangent des chips et le poulet du magasin. Et puis maintenant, sur le temps de l'hiver, il y a un bon mois de glace pourrie. Et même plus. Les phoques et les ours, où qu'ils iront? Il est loin de mesurer la puissance de la seconde vague destructrice prête à déferler. Il ignore que des investisseurs sont impatients de voir s'éteindre le règne des glaces polaires. Les cargos défileront sans discontinuer devant les yeux adultes de Douglas et de Michael. La route entre l'Europe et l'Asie est plus courte par le passage du Nord-Est, moins chère que celle du canal de Panama. D'ailleurs, des cabinets d'urbanisme dessinent déjà les ports, les routes, les bureaux et tous les aménagements qui s'en suivront. Le Premier ministre du Canada a confié publiquement son intention de faire un nouveau Qatar de ce territoire.